Ce webinaire reprendra donc trois grandes parties. Qu'est-ce que le télétravail? Un point aussi sur ce que la crise Covid est venue perturber dans notre organisation de travail. Et puis aujourd'hui, eh bien, quelles perspectives aussi pour l'avenir. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat tout au long de cette présentation. Vous avez le petit onglet Converser. Un temps de questions-réponses sera possible à la fin de la présentation. Et si jamais pour des questions de timing ou parce que cela nécessiterait une réflexion un peu plus aboutie de notre part, nous ne pourrions répondre à vos questions aujourd'hui. Nous reviendrons vers vous par la suite avec des réponses personnalisées. Trois acteurs d'Astille aujourd'hui seront présents pour traiter de ce sujet. Nous allons avoir donc le docteur Ducarme, médecin du travail, Karine Gitman, ergonome. Bonjour. Et Maxime Lavoisier, ergonome également. Bonjour. Je vais donc laisser la parole de suite au docteur Ducarme pour commencer ce webinaire. Donc, nous allons parler un tout petit peu de législation, donner la définition du télétravail. Le télétravail, cela permet aux salariés de travailler hors des locaux de l'entreprise, soit de chez lui, soit dans un espace de travail partagé, dans ce qu'on appelle des tiers-lieux, ce qu'on appelle aussi des espaces de coworking, en utilisant les techniques de l'information et de la communication. Ce télétravail peut être mis en place dès l'embauche, lors de la signature du contrat de travail, mais aussi par la suite. Depuis septembre 2017, le cadre du télétravail s'est beaucoup assoupli. Il y a trois possibilités de mettre en place le télétravail avec les salariés, soit un accord collectif d'entreprise pour les grosses entreprises, soit une charte. Et cette charte, il faudra demander l'avis du CSE si le CSE existe, bien sûr, et puis un simple accord entre l'employeur et le salarié peut être mis en place par tout moyen, c'est-à-dire qu'un simple mail d'acceptation peut mettre en place le télétravail. Il n'y a pas nécessité de modifier le contrat de travail du salarié lorsque le télétravail est mis en place après l'arrivée du salarié dans l'entreprise, et ce n'a pas de caractère obligatoire, ni pour l'employeur, ni pour le salarié. Et bien sûr, l'employeur doit mettre en place pour le salarié, à la disposition du salarié, tous les outils nécessaires à son travail, ordinateur, téléphone professionnel, etc. Et le salarié est dans des conditions de travail qui vont le garantir aussi contre les accidents de travail, etc. Au niveau du Code du travail, il y a 3 articles principaux, L1222-9 à L1222-11, et le 1222-11 précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure, et notamment de pandémie, le passage en télétravail est considéré comme un simple aménagement du poste de travail, rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et également garantir la protection des salariés. Avant la crise Covid, les statistiques qui avaient été faites par différents organismes nous montraient qu'en 2017, 3% des salariés étaient en télétravail. En 2019, il y avait une progression, on en était à 7% des salariés en télétravail. Par rapport aux catégories socio-professionnelles, 61% des salariés le pratiquant régulièrement sont des cadres. Très peu d'ouvriers et d'employés non qualifiés, ce qui paraît assez logique par rapport aux fonctions. Les secteurs d'activité majoritaires, ce sont l'informatique, la communication, les banques et assurances et la fonction publique, donc les personnes qui ont un travail essentiellement administratif, et bien sûr peu présent l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture. Les familles monoparentales et les familles ayant des jeunes parents sont des familles qui ont favorisé la demande de réaliser du télétravail, et puis dans le cas d'un éloignement domicile-trajet important, afin de réduire les temps de trajet, ce sont aussi des personnes qui ont cherché à être en télétravail et l'ont demandé à leur entreprise. Le 17 mars 2020, le télétravail est devenu la règle. Donc, nous avons vu un petit peu plus tôt qu'en cas de pandémie, le Code du travail prévoit la mise en place du télétravail.
eh bien là, le télétravail est devenu la règle pour tous les salariés et toutes les entreprises en mesure de l'appliquer. Ce télétravail pouvait donc être imposé par l'employeur. Et s'il y avait un souhait du salarié de télétravailler, mais un refus de l'employeur devait démontrer que le présentiel était indispensable au fonctionnement de l'activité. Tout ça s'est fait dans l'urgence, parfois dans la douleur, on le verra un petit peu plus tard. Un des problèmes a été l'absence de sécurisation des données. On a vu des gens travailler à plusieurs dans une même pièce, travailler parfois avec leur ordinateur personnel. Mais tout ça a été fait pour pérenniser l'activité et assurer la protection des salariés. Pendant la crise Covid, 40% des salariés du secteur privé ont télétravaillé. C'est une enquête CSA qui a eu lieu, je crois, au mois de mai. Et 62% de ces 40% travaillaient en télétravail sur toute la durée de leur activité. La mise en place du télétravail s'est faite de façon forcée, imposée et dégradée aussi, avec des conséquences bien sûr sur l'activité et sur les conditions de travail. Enquête de l'ANACT, je ne sais plus, et puis de l'INRS aussi. Merci, docteur. Du coup, je vais reprendre la main pour vous expliquer un petit peu les facteurs de risque et puis les impacts liés à ce télétravail forcé. Donc, vous avez ici les différents facteurs de risque, en particulier liés à l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Donc, au niveau du télétravail forcé, une grande partie liée aux facteurs organisationnels avec la charge de travail, le rythme de travail qui peut varier, l'impact sur le poste de travail, des facteurs environnementaux, puisque la question des outils qui sont à disposition des salariés pour télétravailler, les notions d'éclairage et d'espace, on va le voir après en détail, mais qui ont forcément un impact sur le fait de pouvoir télétravailler ou non dans de bonnes conditions. Évidemment, des facteurs psychosociaux importants liés à l'insatisfaction au travail, liés au stress que ça peut engendrer, le fait de télétravailler de manière continue, des manques de reconnaissance, une monotonie, pression temporelle et puis les relations au travail qui s'en trouvent forcément bouleversées. Et puis au niveau des facteurs biomécaniques, plutôt le facteur postural en fonction des aménagements qu'on a ou pas à disposition dans le lieu où on télétravaille, des impacts qui peuvent être importants de ce point de vue-là. Donc finalement, la mise en place de ce télétravail forcé et dégradé ont eu des conséquences sur l'activité et les conditions de travail de tous les salariés qui ont pratiqué le télétravail pendant la crise. Un risque d'isolement, un manque de communication avec ses collègues, parfois avec son manager, dû à l'éloignement et puis au manque d'habitude que la plupart des entreprises avaient sur la mise en place du télétravail, du travail à distance. Un risque lié à l'hyperconnexion, l'hypersollicitation, l'explosion des sollicitations par mail, forcément, puisqu'on ne peut plus avoir les points qu'on pouvait avoir ponctuellement en direct au coin de la machine à café ou en passant dans les bureaux. Donc, beaucoup de sollicitations par mail et évidemment par téléphone. La multiplication des conférences, ce qu'on fait aujourd'hui, des conférences et des visioconférences. Parfois aussi en dehors des horaires de travail habituels, puisque avec un fonctionnement dégradé, il y a eu constatation d'une distanciation des horaires. Et puis une autonomisation forcée des salariés, avec parfois une mise en difficulté, puisque des salariés qui avaient peu d'expérience du télétravail ou peu enclins aux nouvelles technologies devaient organiser leur activité avec ce principe-là. Une absence d'accompagnement informatique, des personnes qui ne sont pas adeptes, on va dire, des nouvelles technologies, qui ont même chose ont eu la main un peu forcée sur ce point de vue-là. Et puis, une redéfinition des missions, parfois non anticipées ou en tout cas non préparées pour plus de 2 tiers des salariés. Ça, c'est ce qui ressortait de l'enquête ARACT, qui ont évidemment posé quelques difficultés pour les salariés qui ont pratiqué le télétravail pendant la crise. Également un bouleversement de l'organisation du travail, la modification du rôle du manager, comment suivre l'activité de mon équipe à distance, des choses qui n'étaient pas forcément réalisées auparavant. Le fonctionnement du collectif aussi, avec des salariés qui étaient en télétravail, d'autres salariés qui continuaient à faire du présentiel, ça a été le cas dans plusieurs entreprises, les impacts que ça pouvait avoir justement avec cette disparité de fonctionnement. Des absences de réunions de partage qui ont lieu d'habitude régulièrement en entreprise en présentiel, alors
potentiellement compensé par la visioconférence qui s'est mis en place au fur et à mesure. Bon, un éclatement physique des équipes. Concernant des difficultés à concilier l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, puisque ce manque de séparation spatiale du fait de télétravailler à son domicile, en plus, c'est posé la problématique pour les gens avec des enfants de la garde d'enfants. Donc, ça veut dire qu'on devait faire du télétravail tout en gardant ses enfants en même temps, ce qui est évidemment assez complexe à réaliser. Des manques de séparation aussi temporelle, puisque les activités personnelles pouvaient se percuter avec les activités liées au travail. Des jours de télétravail imposés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les mises en place de télétravail à grande échelle avant Covid, en général, on choisissait ces jours de télétravail. En particulier, il y a ces contraintes personnelles. Là, évidemment, ce n'était pas le cas. La problématique de la garde d'enfants, j'en ai parlé. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans la maison qui soient également en télétravail, avec pas forcément des outils adaptés. Ce qui ressort de l'enquête ARAC, c'est que plus de la moitié des salariés interrogés ont estimé être plus fatigués et travailler plus que d'ordinaire lié à ce télétravail en place. Et également, concernant l'état des lieux, ce qui est ressorti de beaucoup d'enquêtes, c'est des équipements et des espaces de travail parfois inadaptés. Alors, ce qui a permis pour les salariés qui n'ont pas eu ce ressentiment-là, c'est d'avoir des connexions évidemment Internet et réseaux mobiles fonctionnels, d'avoir des outils à disposition, c'est-à-dire un ordinateur portable, un clavier et la souris, parfois des seconds écrans en fonction des activités, d'avoir une pièce de travail séparée des espaces de vie, ça on le verra après, mais c'est assez important si c'est faisable d'avoir ce point-là pour télétravailler dans de bonnes conditions, et puis un mobilier évidemment adapté à un travail de bureau. Et les facteurs limitants, des difficultés d'ordre technique liées aux connexions, du matériel informatique de mauvaise qualité ou insuffisant, pas de pièces séparées ou l'absence de mobilier de bureau ou adapté. Donc, concernant les témoignages, je vais relaisser la main au docteur Ducard. Voilà, alors on a mis une petite image drôle mais très très réaliste. Je te laisse faire la vaisselle, j'ai une conf call à 14h. Écoutez, je pense que certains d'entre nous ont vécu ça. Donc quelques petits exemples. Il y en a un, pas facile de se concentrer quand on a sa fille qui fait de la bronzette sous nos yeux. Un autre, c'est pour pouvoir travailler correctement et se concentrer pendant le confinement, je me suis installé un espace dans la salle de bain. Ça, c'est un de mes salariés qui m'a expliqué ça. Il était en télétravail chez lui avec son épouse, 2 enfants pré-ados, et il avait des conférences téléphoniques, des appels importants à faire, notamment à l'étranger. Et le seul endroit qu'il a trouvé pour être au calme, c'est la salle de bain. Donc, il se mettait dans sa salle de bain avec une petite table de camping et un tabouret et il fermait la porte à clé. Et puis, un exemple personnel, en fait, moi, j'étais en télétravail pendant au moins les 15 premiers jours de ce confinement. À la maison, il y avait mon fils et ma belle-fille avec des postes à responsabilité et leur petit garçon de 3 ans et demi. Et puis, on a mis un planning en place en fonction des impératifs horaires de chacun. Et ce qui a conduit à des horaires très, très élastiques. Et en fait, le travail se terminait souvent tard le soir pour pouvoir s'occuper de ce petit garçon. Voilà. Nous allons maintenant vous parler des perspectives pour essayer de mettre en place un télétravail volontaire et organisé par rapport à ce dont on vous a parlé avant, qui était un télétravail forcé et désorganisé. Alors, pour que ce télétravail puisse être pérennisé dans de bonnes conditions, ce qui est le souhait de beaucoup de salariés, il faut déjà tenir compte de la complexité de l'évaluation des risques. Il faut tenir compte du travail à domicile dans l'évaluation des risques des entreprises. Il faut identifier avec les salariés le dosage entre le présentiel et le télétravail. Tout ne pourra pas se faire en télétravail et pour que le télétravail se passe bien, il faut que les employeurs réfléchissent avec les salariés. Donc, privilégier un fonctionnement hybride, présentiel et télétravail, recenser les activités et les postes réalisables en télétravail. Il y a bien sûr certaines activités qui ne pourront pas être réalisables en télétravail. Et puis aussi, tenir compte des contraintes personnelles des salariés, puisque comme Maxime vous le disait, le télétravail a été imposé sans tenir compte des jours préférentiels des salariés.
En fonction du poste, bien sûr, définir des horaires de travail. On a mis 2 exemples, des horaires classiques pour certaines tâches ou bien des horaires modulables si le poste de travail est un poste avec des missions. Ça peut être bien sûr un plus complexe avec un mélange des deux, mais encore une fois, les horaires de travail doivent être discutés au sein de l'entreprise. Il faut absolument maintenir le collectif du travail et le sens de l'équipe. Donc, garder des moments d'échange physiques si possible, c'est-à-dire en présentiel, mettre à jour régulièrement et partager les agendas pour que chacun sache ce que fait l'autre ou les autres, notamment ses managers, prévoir des temps de partage informels. Ça va nécessiter d'instaurer de la confiance mutuelle et l'autonomisation des salariés. Comme je l'ai dit un petit peu plus haut, il va falloir définir les tâches à réaliser en télétravail et la manière de réaliser le suivi des activités. Il faut aussi penser par exemple aux apprentis qu'il faut suivre avec le tuteur et que ce suivi ne peut pas être fait en télétravail. Et surtout, il va falloir former les managers parce que les managers sont dans une position délicate, ont été pendant le Covid dans une position délicate, car ils sont habitués à un management présentiel, de proximité, surtout de type pyramidal. Et ça, il va falloir repenser ce management et leur apprendre, les aider à repenser ce management. Il faut aussi repenser l'équipe. Il faut prévoir d'assurer un contact régulier avec chaque télétravailleur et respecter aussi le droit à la déconnexion, qui est très important. Il va falloir aussi former les collaborateurs aux outils numériques. On a vu dans ce que Maxime expliquait que certains travailleurs ont été mis devant le télétravail avec des outils auxquels ils n'étaient pas parfois tout à fait bien habitués. Il va falloir donc les former aussi à tout ce qui est traitement de texte, écriture de mails, apprendre à limiter le nombre d'envois de mails, regrouper au sein d'un même mail différentes données, par exemple, et puis former les collaborateurs aux logiciels collaboratifs, les visioconférences, les choses comme ça. Enfin, une des caractéristiques positives du télétravail devrait être de favoriser le maintien dans l'emploi des personnes en situation de fragilité, des personnes handicapées et aussi des seniors. Ça peut être un moyen de maintenir au travail des seniors qui ont des problèmes de santé qui apparaissent malheureusement avec l'âge. Je vais passer la parole maintenant à Karine. Oui, bonjour. Donc, je suis Karine Gitman, je suis ergonome. Là, donc, nous l'avons vu, le télétravail ne s'improvise pas. Et tout comme au sein de l'entreprise, le travail à la maison nécessite quelques aménagements. Donc, on va voir ça sur les risques biomécaniques et sur les risques environnementaux. Donc, quelques conseils au niveau de l'aménagement de l'espace. Donc, à faire, utiliser dans la mesure du possible une pièce séparée des pièces de vie. Donc, si possible, prévoir un moyen de s'isoler au niveau du bruit et au niveau visuel aussi. Donc, un coin bureau vraiment privilégié et enfermé. Choisir un lieu avec une source de lumière naturelle, c'est toujours préférable, donc pour les yeux. Placer son écran perpendiculairement aux fenêtres et utiliser des lampes d'appoint si nécessaire. Et ce qu'il faut essayer d'éviter, donc, c'est de travailler au sein des espaces de vie en présence d'autres personnes qui vont accroître les difficultés de concentration et puis aussi peuvent créer des problèmes au niveau de la confidentialité des données travaillées. Et puis, si possible aussi, se placer dos aux fenêtres ou sous les sources lumineuses. Donc, si on est dos aux fenêtres ou près des sources lumineuses, on va accroître la fatigue visuelle. Au niveau du plan de travail, ce qu'il est conseillé de faire, donc, c'est de prévoir un plan de travail avec une hauteur d'environ 75 cm. Donc, un bureau, mais aussi une table peut faire office de bureau, hein. Privilégier les plans de travail avec une profondeur d'au moins 50 cm pour pouvoir bien positionner son ordinateur, son écran.
utiliser un plan de travail avec un espace pour les jambes, pour pouvoir aussi bouger ses jambes correctement. Alors, par contre, ce qu'il faut éviter, c'est les tables basses, les comptoirs de bureau, de bar, ces choses comme ça, où on va avoir une sollicitation du dos et des membres supérieurs si on est assis dans ces positions-là de façon prolongée, et on risque d'avoir mal au dos. L'ordinateur sur les genoux est à déconseiller, surtout si c'est dans des longues durées. Hein, c'est vraiment, on peut le faire, mais si c'est 5 minutes parce qu'on a un appel téléphonique, il faut éviter de garder cette posture-là trop longtemps, parce que pareil, on va avoir une sollicitation au niveau du dos et des membres supérieurs dans cette position prolongée. Au niveau de l'assise, donc un siège réglable en hauteur est recommandé, bien sûr, mais ce n'est pas forcément indispensable. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'être bien positionné par rapport à sa table. Donc, une chaise classique peut faire office de chaise d'appoint en mettant un coussin, par exemple, pour réguler, redresser la hauteur par rapport à la table. Donc, l'objectif, c'est d'être en angle droit entre le bras et la table. Alterner régulièrement les postures. Se lever régulièrement et prévoir aussi des pauses dans son activité, donc pour aussi détendre le corps. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de s'asseoir par terre, dans un fauteuil, dans un canapé de façon prolongée, parce que là, pareil, la colonne vertébrale n'est pas maintenue, et puis le dos ou les membres supérieurs risquent de souffrir à long terme. Au niveau des outils, ce qu'il faut privilégier, donc, c'est privilégier les écrans réglables en hauteur. Si nécessaire, ajuster la hauteur avec des supports. Vous pouvez mettre, je sais pas, un dictionnaire, des livres ou une petite boîte pour redresser la hauteur. L'idéal, c'est d'avoir le haut de l'écran au niveau des yeux. Prévoir des écrans supplémentaires selon l'activité ou si l'utilisation d'un ordinateur portable. Privilégier l'utilisation d'une souris ou d'un clavier déporté. Et privilégier aussi les haut-parleurs ou les oreillettes si on a l'utilisation du téléphone de façon prolongée, pour éviter d'être comme ça avec sa main figée en hauteur. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est le travail prolongé sur un smartphone ou une tablette. Pareil, forte sollicitation au niveau du dos et des membres supérieurs en termes de posture, où on va être complètement la tête en bas, et puis on va aussi avoir des difficultés au niveau visuel, parce que les écrans sont petits et ça peut faire des dégâts au niveau des yeux. Alors, l'avenir, demain, qu'est-ce qui va se passer pour demain? Je laisse la parole au docteur Ducarme. Merci Karine. 25% des salariés ont poursuivi le télétravail à partir du 11 mai lors de la phase 2 du déconfinement. Quand on pose la question aux salariés, la moitié d'entre eux souhaiteraient le poursuivre au moins partiellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Ça veut dire qu'il faut que les entreprises aient une réflexion sur le déploiement d'un système hybride, le présentiel et le télétravail en même temps. Abandonner la répartition peut-être du temps de travail, soit tout en télétravail, soit tout au bureau, et aller vers une répartition plus en fonction des tâches, c'est-à-dire définir des tâches nécessitant du présentiel face à des tâches réalisables en télétravail chez soi ou en coworking. Redéfinir des notions de mission, permettre aux salariés de travailler sous la forme de mission, réfléchir au coût du matériel, réfléchir aussi sur les économies immobilières qui peuvent être faites avec le télétravail. Au sein des entreprises, quand il y a déjà des chartes et des accords, retravailler les chartes et les accords, parce que parfois ces accords sont restrictifs sur le temps passé en télétravail. Il faut peut-être revoir ça. Une question, modifier de la comptabilisation du temps de travail vers une annualisation du temps de travail, c'est une question que peuvent se poser certaines entreprises. Et puis ensuite, pourquoi pas créer des tiers-lieux de proximité plus nombreux dans les communes rurales. Il y a certaines salles qui sont inutilisées. Il y a eu des réflexions aussi de syndicats, notamment sur la création de tiers-lieux en bout de ligne de RER
pour que les personnes n'aient plus à prendre ces fameux RER qui sont très, très stressants et toujours très, très occupés par beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, voilà les projections pour l'avenir. Voilà, pour ma part, j'ai terminé et on va passer aux questions. Voilà, Oui, donc en fait, j'ai pas de questions au niveau du chat. Donc d'accord. n'hésitez pas si vous souhaitez poser quelques questions. Voilà, donc sinon, on arrive, on va vous laisser le temps, si vous souhaitez, quelques instants pour poser des questions. Sinon, on arrive du coup à la fin de ce webinaire sur le télétravail, voilà, sur ce que c'était, quelles étaient les perspectives avant le Covid, quel était l'état des lieux au niveau législatif et puis en termes de déploiement, ce que le Covid a impacté au niveau du télétravail et de la mise en place de ce télétravail forcé, et puis les perspectives pour un déploiement dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si du coup, Karine, il y En a... Maxime, toujours pas de questions. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose, si jamais des questions vous viennent par la suite, à l'adresse mail qui est indiquée ci-dessous, donc webinaire@statistique62.fr, ne pas hésiter du coup à poser vos questions directement à cette adresse mail là. Vous pouvez également vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels du service de santé, donc vos médecins de référence. Et puis, sinon, on va du coup clôturer ce webinaire, qui était donc la deuxième session du webinaire sur le télétravail organisé par la STIL. Et on vous invite du coup le 7 juillet à 11 h pour un webinaire sur le télétravail et puis les pratiques addictives. Je vous dis au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci.